La justice militaire ordonne la libération de l'avocat et homme politique Guy Hervé Kam. C'était ce lundi au terme d'une audience. Mais ce mardi, l'avocat va encore passer la nuit à la maison d'arrêt et de correction des armées. Il n'est pas encore libéré. Ses avocats s'interrogent, vous les entendrez dans ce journal. Plus d'un mois après les assises nationales, le président du Faso rencontre les forces vives de la nation. La rencontre qui aura lieu ce 11 juillet au Palais des Sports de Ouaga 2000 sera l'occasion pour Ibrahim Traoré d'exposer sa vision des 5 prochaines années de mandat octroyées par les participants aux assises nationales. Et pendant ce temps, le gouvernement burkinabé est en quête de financement endogène pour dynamiser les pôles de croissance. Dans un contexte de raréfaction des financements extérieurs, Aboubakar Nakanabo, le ministre des Finances, appelle les investisseurs privés nationaux et les banques à se signaler. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Des échanges directs entre le chef de l'État et les forces vives de la nation. C'est ce 11 juillet au Palais des Sports de Ouaga 2000. Ibrahim Traoré veut en profiter pour décliner sa vision des 5 prochaines années. Une rencontre qui a lieu plus d'un mois après l'adoption de la charte modifiée de la transition par les participants des assises nationales. Arsène Konditamde. Ils viendront des 4 coins du Burkina Faso. Les forces vives des 13 régions du pays ont rendez-vous avec le président du Faso ce 11 juillet à Ouagadougou. Une grande rencontre qui intervient plus d'un mois après l'adoption de la charte modifiée lors des assises nationales. Ce conclave sera l'occasion pour Ibrahim Traoré d'être à l'écoute des acteurs clés de la marche de la nation. En retour, le chef de l'État va décliner sa vision des 5 prochaines années, informe la présidence du Faso. Un mandat durant lequel le capitaine entend mettre au cœur de la gouvernance la lutte pour l'éradication du terrorisme au Burkina Faso et dans l'espace AES. Un mandat durant lequel le capitaine entend mettre au cœur de la gouvernance la lutte pour l'éradication du terrorisme au Burkina Faso et dans l'espace confédéré de l'AES, la solidarité, l'unité et la cohésion sociale. Dans les 5 prochaines années, sans surprise, la ligne politique empreinte de souverainisme devrait être au cœur des actions. On y est déjà quand le gouvernement table, par exemple, sur le financement endogène pour exécuter des projets. C'est le cas avec les pôles de croissance. L'exécutif appelle les investisseurs nationaux et les banques à prendre leurs responsabilités face à la raréfaction des ressources extérieures. Arsène Konditamde. Le Burkina Faso veut développer ses pôles de croissance en comptant sur des capitaux endogènes. Les financements extérieurs ont faibli ces dernières années et la tenue de cette session ordinaire du comité de pilotage des pôles de croissance doit permettre de trouver des alternatives crédibles. À ce jour, les pôles de croissance de Bagré et de Samandéni sont ceux qui donnent le plus de satisfaction. Quant à la technopole pharmaceutique de Kokologo et les pôles de croissance du Sahel et de l'Est, ils attendent encore leur démarrage. Et pour des projets comme ceux-là, le gouvernement veut compter sur les investisseurs nationaux. Qui sont à leur début, où c'est le moment pour l'État de faire des investissements structurants pour permettre que le secteur privé puisse venir investir. Et justement, c'est l'occasion d'inviter tous les acteurs du secteur privé pour qu'ils puissent venir investir dans le pôle de croissance parce que ce sont des opportunités d'affaires et cela va permettre donc au secteur privé de se développer, de créer de l'emploi et également d'accompagner l'État dans ses actions de développement. Les banques aussi sont interpellées pour jouer leur partition parce que leur rôle c'est de financer l'économie et ici il y a une belle opportunité pour financer l'économie. Bien sûr elles vont faire de bonnes affaires mais elles vont aussi contribuer à financer donc les entreprises qui sont implantées donc dans ces pôles de croissance. Les échanges ont permis de relever que la réussite de la mobilisation des capitaux souverains passe également par une meilleure commercialisation des productions des pôles de croissance déjà en activité. Les difficultés sont de plusieurs ordres. La thématique qu'on a abordée aujourd'hui, c'est une thématique qui met en évidence les difficultés liées au financement. En dehors de ces difficultés, il y a aussi des difficultés liées à la commercialisation, mais des actions sont déjà entreprises au niveau donc, des différents départements ministériels pour faire en sorte que la production puisse être écoulée dans de bonnes conditions. La session du comité national de pilotage de l'année 2023 avait adopté 4 résolutions et 6 recommandations. À ce jour, la mise en œuvre est estimée à environ 56%.
Cette année, le comité a formulé 4 nouvelles recommandations. Chaque département est invité à activer les leviers pour une mise en œuvre réussie. Mobiliser des capitaux souverains, mais aussi assurer une souveraineté numérique au Burkina Faso. Le pays réalise un pas de plus. Les députés de la transition ont adopté ce mardi le projet de loi portant sécurité des systèmes d'information au Burkina Faso, un texte qui vise à créer un cadre législatif et réglementaire pour mieux contrôler notre cyberespace pour faire face aux menaces potentielles. Archimède Boy. Vol de données personnelles, espionnage, compromission d'informations de souveraineté, anarques de tout genre. Le gouvernement de transition veut protéger le cyberespace burkinabé de ces menaces. Aminata Zerbo Saban, ministre en charge de la transition digitale, défend devant les députés le projet de loi portant sécurité des systèmes d'information au Burkina Faso. Une loi adoptée ici à l'unanimité et qui va apporter ceci. Avec cette loi, nous allons pouvoir imposer l'audit périodique des systèmes d'information pour garantir que les règles édictées sont bien respectées, pouvoir également mettre une protection spéciale à toutes les infrastructures critiques et également encadrer l'importation et la vente d'équipements, de logiciels entrant dans la sécurisation des systèmes d'information. Cette loi vient aussi faciliter le travail de l'Agence nationale des systèmes d'information ANSSI, créée depuis novembre 2013. Une agence autrefois sous la tutelle du ministère en charge de la sécurité, mais placée aujourd'hui sous celle du ministère de la transition digitale, des postes et des communications électroniques. Et donc, cette loi est un outil, on va dire, qu'on met à la disposition de cette agence-là pour qu'elle puisse mieux jouer son rôle et avec tous les acteurs de l'écosystème, parce que ce n'est pas elle seulement qui a cette charge-là, mais elle va travailler avec les autres acteurs pour pouvoir mieux assurer cette protection de notre cyberespace. Ce cadre légal, qui oblige les acteurs du secteur à conserver des traces informatiques, constitue l'un des maillons de la chaîne pour construire la souveraineté numérique, indique la ministre en charge de la transition digitale. Dans l'actualité de ce mardi, l'avocat et homme politique Guy Hervé Cam devra encore passer une nuit supplémentaire à la maison d'arrêt de correction des armées. Le tribunal militaire a certes ordonné sa mise en liberté, mais il y a encore des aspects administratifs à régler. Ces avocats sont dans l'incompréhension, ils s'interrogent. On écoute justement Maître Ambroise Farama. Oui, en effet, nous avions relevé appel de l'ordonnance de mise en détention du juge d'instruction. Et c'est la chambre du contrôle de l'instruction a siégé donc en appel hier matin et elle a rendu sa décision. Une décision qui infirme l'ordonnance de mise en détention de Maître Guy Hervé Cam. Autrement dit, avec la décision de la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel, Maître Guy Hervé Cam doit être mis en liberté. Oui, en effet, lorsque la décision a été rendue hier, nous avons espéré, comme d'habitude, que de façon immédiate, il allait être mis en liberté. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ceux qui étaient là hier, ils ont pu constater que nous sommes restés jusqu'à une heure tardive. Et finalement, le tribunal nous a donné rendez-vous à aujourd'hui 15 h, question de préparer les modalités pratiques de sa mise en liberté. Et nous sommes revenus à 15 h, mais finalement, nous avons été reçus peut-être avec 2 heures de retard environ. Mais à la suite donc des échanges, malheureusement, on nous a laissé entendre que les conditions pratiques pour sa mise en liberté n'étaient pas encore réunies. Je ne pourrais pas vous donner davantage donc de détails parce qu'eux seuls savent ce qu'ils préparent comme conditions pratiques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, lorsqu'une décision de ce genre est rendue, le même jour, le détenu est mis en liberté. Donc pour nous, Maître Cam devait être mis en liberté depuis hier. Et la raison, elle est simple. Nous sommes en matière de privation de liberté et aucun citoyen burkinabé ne peut être privé de sa liberté s'il n'est détenu que sur la base d'une décision judiciaire. Dans le cas d'espèce, c'est une ordonnance qui a été rendue pour le priver de sa liberté. Et cette ordonnance a été infirmée depuis hier. Donc dès qu'elle est infirmée, la présence de Maître Cam aujourd'hui à la maison d'arrêt et de correction des armées ne se justifie plus.
Ça veut dire qu'il se retrouve donc dans cette prison sans aucune décision de justice qui le prive de sa liberté. Donc pour nous, c'est une détention arbitraire et illégale. Et un rappel, Maître Guy Hervé Kam avait été arrêté en janvier 2024 à l'aéroport alors qu'il rentrait d'un voyage. Le 7 mars, le tribunal administratif a ordonné sa libération immédiate. La décision est confirmée le 23 avril 2024 par la Cour administrative d'appel, statuant en dernier ressort. Le 29 mai 2024, il a été libéré et aussitôt mis aux arrêts et déposé à la maison d'arrêt de correction des armées. Direction maintenant Bobo Dioulasso, où les premiers pèlerins sont de retour de la Mecque après avoir accompli avec fierté le 5e pilier de l'islam. Ces fidèles, au nombre de 431, ont foulé le tarmac de l'aéroport de Bobo en présence des autorités régionales. Oumou Koulsoum Savadogo, surtout Justin Davilé. Il est environ 11h50 lorsque le Flynas Airbus A330 atterrit sur la piste de l'aéroport international de Bobo Dioulasso. À son bord, 431 pèlerins de retour de la Mecque après avoir accompli le 5e pilier de l'islam. À leur descente d'avion, ils sont accueillis par les premières autorités de la région des Hauts-Bassins et des membres de la communauté musulmane du Burkina. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur que je suis là ce matin pour accueillir nos pèlerins. Et comme vous vous souvenez, au départ, nous étions là pour les accompagner avec des conseils et souhaiter qu'ils prient pour la paix pour le Faso. Que toutes les prières qu'ils ont faites là-bas, toutes les invocations qu'ils ont pu faire pour le pays, pour nos communautés, pour nos familles, qu'Allah les agrée, qu'Allah accepte les prières. Nous savons bien qu'ils ont fait beaucoup de bénédictions pour le pays, à l'endroit de tout le monde. Je crois, on pense que Dieu va exaucer ses prières. Et puis, toujours, on va les accueillir vraiment dans la joie. Vraiment, nous sommes très contents. Bon, surtout, la pèlerinage cette année, ça s'est bien déroulé. Pour le vice-président de la communauté musulmane de l'Ouest, le pèlerinage 5e pilier de l'islam est obligatoire pour chaque musulman qui a la capacité financière. Ces pèlerins de retour au Bercail sont tout heureux d'avoir accompli ce rite islamique. Durant leur séjour en terre sainte de l'islam, ils ont prié, disent-ils, pour le retour de la paix au Burkina Faso. On remercie Dieu, on remercie toutes les bénédictions que vous avez faites à notre endroit, les bénédictions qu'on a fait à la Mecque aussi. On prie Dieu aussi que la paix revienne au Faso et qu'il y ait la santé, la paix, et en tout cas tout ce qui est bien. Très très contente. Vraiment, en tout cas, nous avons vraiment prié pour le Burkina Faso pour qu'il y ait vraiment la paix. Vraiment la paix et encore la paix. Voilà, et à nos enfants, nos familles aussi. Dans le cadre de la surveillance sanitaire, un dispositif a été mis en place par la direction régionale en charge de la santé des Hauts-Bassins au sein de l'aéroport international de Bobo Dioulasso pour porter assistance aux pèlerins de retour de la Mecque. Alors il faut dire qu'il s'agit vraiment de directives ministérielles pour porter assistance à nos papas, nos mamans qui ont eu cette grâce de faire le pèlerinage à la Mecque. Et donc il s'agit d'une assistance sanitaire pour ceux qui auraient besoin d'assistance. Et à côté de ça, nous profitons aussi pour assurer la surveillance aux frontières en droite ligne avec la réglementation sanitaire internationale. On prend toutes les dispositions et la Covid fait partie justement de toutes ces maladies que nous surveillons aux frontières. Ce vol est le tout premier des 4 vols qui doivent ramener les 1720 pèlerins qui sont partis de Bobo Dioulasso pour accomplir leur devoir religieux. Pour le Hajj 2024, ce sont plus de 8000 pèlerins burkinabés qui ont pu effectuer le voyage à la Mecque. Dans la région du centre, c'est le gouverneur de la région qui s'adresse aux infirmiers qui exercent dans l'illégalité. La loi exige que tous les infirmiers s'inscrivent à l'Ordre national des infirmiers, mais sur le terrain, le constat est tout autre. Environ 40% des agents de santé concernés par cette mesure la violent en marge donc de l'Assemblée générale du Conseil régional de l'Ordre des médecins, de l'Ordre des infirmiers du centre. Abdoulaye Bassenga a interpellé et encouragé les infirmiers qui sont à jour. Maxime Ilboudou. Dans la région du centre, on dénombre environ 4000 infirmiers.
40% de cet effectif exercent dans l'illégalité pour n'avoir pas pris attache avec l'ordre des infirmiers. Une illégalité dénoncée ici par le gouverneur de la région. Abdoulaye Bassenga préside la première assemblée générale de l'ordre des infirmiers du centre. On note qu'un important infirmier ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre et par conséquent exercent illégalement la profession infirmière. C'est le lieu pour moi d'inviter ces infirmiers indélicats à se conformer aux prescriptions de la loi afin d'exercer leur profession dans la légalité et la sécurité pour eux-mêmes, mais également au grand bonheur des populations. Les chiffres étaient encore plus alarmants avant l'arrivée de l'actuel bureau de l'ordre des infirmiers du centre. En 6 mois de gestion, de janvier à juin 2024, plus de 2700 infirmiers ont pu s'inscrire pour quitter le statut d'illégalité. Est satisfaisant parce que 2701 infirmiers ont été inscrits au tableau de l'ordre, ce qui représente 60% de l'ensemble des infirmiers de la région du centre. Et je l'ai comparé à l'année précédente pour la même période où on était à 30% à S1. Donc on peut dire que c'est vraiment un grand pas parce que, et je le relevais, et ceci est lié à l'apport de nos plus hautes autorités qui ont interpellé à travers des notes sur l'exercice légal. Et justement, cette assemblée générale est un cadre de bilan à mi-parcours. Une revue semestrielle marquée par plusieurs activités autour du thème « Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir des soins ». Les infirmières qui sont célébrées chaque 12 mai au niveau mondial. Au Burkina Faso, c'est en différé donc que la journée est célébrée. Après la région du centre, c'est dans la région des Cascades que les infirmières ont une fois de plus été à l'honneur. On en sait davantage avec Alassane Souri Traoré. Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir économique des soins est le thème choisi cette année pour la journée internationale de l'infirmier. À l'occasion et en différé, ce samedi 6 juillet 2024, le Conseil régional de l'Ordre des infirmiers et infirmières des Cascades a invité ses membres à Sendou, dans la province de la Léraba, pour marquer cette journée. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance d'avoir que l'ordre régional de l'ordre des infirmiers ait fait son choix sur la Léraba. C'est une première et en tout cas ça permet également à la Léraba de se sentir en tout cas concerné par la question de santé au niveau de la région. C'est de saluer d'abord tout le travail que les infirmiers et infirmières de la région des Cascades et du district sanitaire de Sendou déploient tous les jours pour que les populations continuent d'avoir accès à des soins de qualité. Nous, en tant que responsables, nous sommes conscients de cela. Voilà pourquoi nous nous investissons pour que toute activité en lien avec ce personnel-là puisse se faire, en tout cas dans la réussite et dans la satisfaction. Un thème aussi interpellateur fait pousser la réflexion à plusieurs niveaux. Le thème intitulé « Nos infirmières, notre avenir ». Alors, si les infirmières c'est notre avenir, ça veut dire que nous n'aurons pas d'avenir si nous n'avons pas d'infirmières. Ça dénote également l'importance de ces personnels de santé pour notre avenir à tous. Et l'autre aspect de cette thématique, c'est le pouvoir économique des soins. Alors, ça voudrait également, à travers cette thématique-là, nous pousser à réfléchir sur comment nous pouvons mettre en exerce le pouvoir économique des soins. Entre sport de masse, soins gratuits, dons de sang, conférences publiques et visites des sites touristiques, cette journée a été riche en activités. C'est un sentiment de satisfaction pour les organisateurs. Très satisfait. Je suis vraiment satisfait de la mobilisation, que ce soit nos autorités au niveau régional, ou les autorités au niveau départemental, et les autorités au niveau des différents services. Tout le monde a répondu présent aux activités de ce projet. Au bilan des prestations gratuites offertes à la population lors de la journée internationale de l'infirmier, célébrée ce 6 juillet 2024 à Sendou, 26 poches de sang ont été collectées, 104 bénéficiaires de prise de constante, 142 bénéficiaires au dépistage de l'hépatite B
et 142 bénéficiaires au dépistage du diabète. Fin du salon de la mangue du côté de Bobo Dioulasso. 2 jours durant, les acteurs de la filière mangue se sont penchés sur l'état de leur secteur. Les maux qui minent ont été identifiés. Des solutions ont surtout été proposées pour dynamiser le domaine. Rachid Azerbo, Soto, Justin Dabiré. Les rideaux sont tombés sur la 3e édition du SAMA, le salon de la mangue organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso. Le SAMA a permis durant 2 jours aux acteurs de la filière mangue d'échanger sur les difficultés rencontrées dans la filière afin de trouver des solutions. Notre préoccupation, c'était de permettre aux gens, aux acteurs de la filière, de se retrouver ensemble des différentes régions et provinces de notre pays pour poser les problèmes qu'ils ont dans le cadre de leur activité. Ça permettait de construire des problématiques ou des recherches de solutions transversales qui va faciliter justement le développement des activités de tout un chacun. Vous savez que dans notre pays, le président du Faso, le chef de l'État, a lancé l'offensive halieutique et donc au niveau de l'agriculture et tout ce qui concerne l'environnement de l'agriculture, des efforts permanents doivent être développés. Et pour ce faire, il faut que les acteurs posent leurs préoccupations principales pour que les pouvoirs publics se penchent dessus et définissent les voies qui vont permettre justement d'atteindre les objectifs que nous voulons tous. L'atelier, d'une manière générale, a été un atelier vraiment favorisant les acteurs à bien mener leur activité. Et que le SAMA, s'il n'était pas créé, il fallait le faire. Parce que tous les acteurs à tous les niveaux se sont retrouvés et nous avons trouvé une solution. Comment nous allons faire en sorte que nos produits puissent être bien vendus sur le plan international. La 3e édition du SAMA s'est tenue sous le thème « Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 » opportunité de relance durable de la filière mangue au Burkina Faso. Plusieurs activités ont été au programme de ces 2 jours de rencontre, notamment des échanges B2B entre les acteurs en vue de venir à bout des problèmes que rencontre la filière mangue. Ça va permettre à la filière de briller. Voilà. Puis il y a eu aussi la prise de contact. Donc les échanges aussi ont été faits à travers les différentes difficultés que la filière traverse. Voilà, et la proposition aussi, on a reçu beaucoup de propositions, donc c'est une très bonne chose. Lors de la cérémonie de clôture de la 3e édition du Salon de la mangue, 10 entreprises qui excellent dans la transformation et la commercialisation de la mangue ont reçu chacune à travers un appel à projet un chèque de 3 millions de francs CFA pour le financement de leur projet. À l'ENEF, l'École nationale des eaux et forêts, c'est l'heure de la communion à travers les 72 heures du stagiaire forestier et environnementaliste. Des journées riches en activités, une nouvelle occasion pour ces apprenants de réaffirmer leur engagement dans la reconquête du territoire national. Koukatouma Yao, Majid Bakouan. Conférence publique sous le thème « Contribution du forestier et de l'environnementaliste à la gestion de la crise sécuritaire, sociale et environnementale au Burkina Faso » et c'est parti pour les 72 heures de l'École nationale des eaux et forêts. Des moments de réflexion sur la participation de l'élève forestier et environnementaliste au développement du pays, des plantations d'arbres, des dons de sang et bien d'autres activités étaient également au menu de ces 72 heures de l'INEF. Comme ils sont des stagiaires, avant d'être engagés sur le terrain, il est bon qu'ils soient préparés physiquement, mais aussi mentalement. Donc, au cours de ces 72 heures, ils auront le temps de réflexion nécessaire. Et nous avons bien voulu choisir des conférenciers qui vont orienter la réflexion pour qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier leur rôle. Parce que nous, en tant que structure de formation, nous les préparons, mais il faut qu'eux-mêmes s'approprient leur rôle et réfléchissent sur comment ils peuvent améliorer leur niveau d'engagement lorsqu'ils seront sur le terrain. Voilà, ce contingent est en train de célébrer, en tout cas, des 72 heures, qui sont des 72 heures d'engagement de l'élève forestier et environnementaliste pour montrer comment il va contribuer donc, sur le terrain pour relever les défis voilà, du moment pour la sécurisation du pays
mais aussi, surtout, la sécurisation de nos forêts classées. 3 jours durant, les élèves stagiaires vont mener des activités instructives, récréatives et socioculturelles afin de renforcer les liens fraternels avec les habitants des villages environnants. Il faut reconnaître que ces activités vont nous permettre de proposer des thèmes qui rentrent en droite ligne avec les objectifs fixés par le président du FASO, à savoir la mobilisation générale et la lutte contre le terrorisme. En plus de cela, ces 72 heures vont nous permettre d'avoir une bonne synergie avec nos villages environnants, qu'est Nasso et Denderesso, et aussi les écoles voisines. Parce qu'il faut ces 72 heures pour nous permettre de se frotter et d'échanger et mieux être à l'aise dans nos écoles. Que les 72 heures de l'élève forestier et environnementaliste sont vraiment un moment de distraction parce que avec quelques mois d'études, il était bon temps vraiment que ces élèves organisent ces activités pour se réjouir, s'amuser, essayer au moins un peu d'oublier tous ces stress que l'étude nous a en tout cas permis de faire. Les 72 heures de l'élève forestier et environnementaliste, c'est aussi la foire d'exposition des produits forestiers non ligneux, une occasion donnée à la population de découvrir la diversité des produits forestiers non ligneux. C'est une grande école qui est en phase avec les défis de l'heure de Burkina Faso. L'Institut supérieur de sécurité humaine vient de livrer sa promotion 2024, Action humanitaire, sécurité alimentaire, gestion des conflits. Les champs d'action de l'université privée se veulent pragmatiques et innovants. Hervé Yarbanga, Archimède Boy. Ils sont désormais titulaires d'une licence ou d'un master dans l'action humanitaire, la sécurité alimentaire ou la gestion des conflits. Au nombre de 105, la cuvée 2024 de l'Institut supérieur de sécurité humaine s'engage à servir l'homme, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire et humanitaire où leurs compétences sont fortement attendues. Vous avez vu qu'il y a partout des PDI, donc il faut des acteurs pour pouvoir animer, accompagner les ONG pour mettre en œuvre les programmes d'assistance des personnes dans les difficultés, les personnes vulnérables. C'est ça surtout notre combat, notre lutte. Voilà, nous voulons être des acteurs pour aider nos semblables dans les difficultés, pour aider nos frères qui sont dans des problèmes, les personnes indigentes, les personnes vulnérables. Voilà, donc pour cela, il faut des techniciens. Et l'ISH a permis que nous soyons formés, que nous soyons outillés pour faire bien ce travail. Le parrain de cette cérémonie de remise de diplôme salue le sens de la rigueur et de la discipline de ses filleuls qui l'invitent au don de soi. Je salue votre ferme volonté à s'engager pour la cause de l'être humain dans les situations de crise et de catastrophe. Je voudrais surtout attirer votre attention sur les innombrables défis qui vous attendent en termes de besoins humanitaires et les exigences du monde de l'humanitaire, que ce soit en termes de compétences techniques ou les qualités humaines. En 10 années d'existence, l'ISSH a mûri selon son promoteur. Fier de ses nouveaux diplômés, il envisage déjà l'avenir. Il y a 10 ans, lorsqu'on démarrait, très peu de personnes savaient ce qu'était la sécurité humaine. On nous demandait, mais c'est quoi vous faites? C'est quoi ces formations? Mais 10 ans après, beaucoup reconnaissent la pertinence. Donc il a fallu avoir de l'anticipation, avoir de la vision. Et donc aujourd'hui, oui. Et nous allons continuer ce travail pour continuer à anticiper et à regarder en fait nos sociétés évoluer et à pouvoir tout de suite imaginer les compétences dont on a besoin aujourd'hui et demain. Cette cérémonie fut également l'occasion pour l'Institut de valoriser les actions altruistes à travers une distinction dénommée Humanité. Le tout couronné par ce gâteau et ses feux d'artifice pour marquer le 10e anniversaire de l'Institut supérieur de sécurité humaine. Promouvoir la cohésion sociale à travers une compétition sportive de football, c'est la société minière Somisa qui est en action. La finale de cette compétition a opposé les villages de Boena
et Nedego. Toutes les ambiances avec Carlos Dogba et Archimède Boy. Une finale qui oppose le village de Buena à celui de Nedego. Voilà qui met fin au tournoi de la cohésion sociale et la résilience écologique organisé par l'entreprise Somisa, société minière de Sambrado. Après un jeu intense sans le moindre but, c'est au tir au but que l'équipe de Nedego, grâce à la vigilance de son gardien de but, bat son rival, 5-3. Elle empoche la somme de 300 000 francs CFA, des médailles, 3 ballons et 3 jeux de maillot. Les finalistes malheureux quant à eux repartent avec la somme de 200 000 francs CFA, 2 jeux de maillot, des médailles et des ballons. Les autres équipes reçoivent chacune un jeu de maillot et un ballon, sans oublier les récompenses individuelles. Bon, les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, on a donné le maximum de nous. On a donné le fort. Ouais. La différence, je suis bon. C'est la différence comme ça. Autre fait marquant de la journée, c'est la remise de 29 000 plants de 18 espèces à la population pour le renforcement du couvert forestier. À travers ce geste, Somisa s'engage à promouvoir l'environnement. Les autorités locales se félicitent de l'action. Et remercier la Société des mines de Sambrado pour cette initiative. Et remercier également les communautés riveraines qui se sont engagées et dont l'action conjuguée a permis en tout cas une très bonne réussite à ces activités sportives et de restauration du couvert végétal. Oui, nous sommes très satisfaits parce que nous sommes à la 2e édition de la Coupe et justement à travers l'engouement que cela nous a démontré, nous pensons que cela va vraiment en tout cas contribuer à la cohésion de manière générale dans les communautés impactées, dans les villages environnants, les quartiers. Et nous souhaitons justement que cette bonne collaboration, cette vie en harmonie dans notre milieu communautaire puisse se poursuivre. Les écoles à leur tour se voient octroyer des bons de fourniture scolaire allant de 25 000 à 100 000 francs CFA et une ambulance offerte par l'un des partenaires de l'entreprise minière. Le projet, à en croire les initiateurs, est évalué à plus de 50 millions de francs CFA. Félicitations donc au village de Nedego, voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis le secteur 3 de Koudougou dans le Boulkiemde. À demain et d'autres actualités. Bonsoir.